Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Capucine et je suis product designer et je vous accompagne sur les conférences produits cet après-midi. On va bientôt entamer notre dernière conférence et ensuite, promis, on fait la fête. Mais dans un premier temps, on va accueillir Audrey Poulet qui est Head of Product. Elle va nous expliquer comment les équipes produits peuvent influencer la stratégie d'une entreprise. Je ne vais pas en dire plus et je vais l'accueillir sur scène. Merci d'applaudir Audrey Poulet. On ne sait pas du tout où on va. La stratégie, elle n'est pas claire. Voire même, il n'y a aucune stratégie. C'est ce que déclare plus de la moitié des cadres sup interrogés lors d'une étude menée par McKinsey en 2018. Et je suis certaine qu'autour de vous, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confrontés. On entend souvent dire que de trop nombreuses entreprises, organisations, équipes manquent d'une direction et d'une stratégie claire. Or, quand on travaille dans le produit ou quand on est investi dans son entreprise, peu importe son métier, en tout cas quand on travaille en tant que product manager ou head of product, ce qu'on veut finalement, c'est construire une stratégie produit qui se mette au service de la stratégie de l'entreprise. Mais du coup, que faire quand vous commencez à considérer que cette stratégie d'entreprise, elle tarde à arriver? C'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour cette dernière conférence de la journée. Je m'appelle Audrey Poulet, je suis Head of Product. Je suis dans le produit depuis une dizaine d'années maintenant et depuis 5 ans chez Evaneos. Et je me suis récemment installée à Nantes. Evaneos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important pour la suite de l'histoire. C'est une marketplace de mise en relation de voyageurs avec des agences de voyage locales qui sont à destination et qui sont nos partenaires. Et donc on les met en relation dans le but de co-créer des voyages plus responsables, hors des sentiers battus et sur mesure, qui bénéficient plus à l'économie locale. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de stratégie produit et en particulier de vous partager mon retour d'expérience. Puisqu'il s'agit d'un retour d'expérience, il faut que je vous mette un peu dans le contexte. Le contexte, c'est on est début 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Pour Evaneos, c'est le moment où notre business il repart significativement. C'est-à-dire que les gens commencent à revoyager. Alors je dis significativement parce que les 2 années précédentes, elles ont ressemblé à ça. Entre 2019 et 2020, c'est moins 90% d'arrivées de touristes internationaux dans les aéroports. Et c'est seulement mi-2021 que la croissance commence à reprendre et puis accélère en 2022. Alors pour Evaneos, ces 2 années, elles étaient assez simples finalement. On n'avait plus de business entrant du tout, plus de voyages qui se réservaient. Et il fallait sauver le business restant, c'est-à-dire ceux qui avaient été réservés mais pas encore voyagés. Donc on a investi sur des projets à la fois pour éviter un maximum les annulations, gérer les vagues de remboursement qui arrivaient, et automatiser un certain nombre de tâches liées soit à des fonctionnalités, des problèmes qui n'existaient pas avant, soit pour compenser la perte de staffing qu'on a vécue, comme beaucoup d'entreprises liées à la crise. Quand le business revient, 2022, c'est assez simple, on sait où on va dans les prochains mois, il faut continuer d'assainir le système et se remettre en marche pour reprendre une croissance qui soit plus saine sans qu'on ait besoin de réembaucher
des dizaines et des dizaines de personnes. Mais c'est aussi le moment où il est temps de s'aligner sur la direction qu'on veut prendre un peu plus tard, fin 2022, 2023, 2024. Sur la direction qu'on veut prendre pour continuer à être différenciant sur le marché. Alors c'est bien, parce qu'on ne part pas de rien. À l'époque, en 2021, on avait formalisé notre vision produit. Je vous en parle un peu parce que c'est utile pour la suite. Et puis qu'on parle souvent de vision produit et finalement tout le monde a sa définition. Pour nous, ça revient à raconter l'histoire de notre utilisateur principal, le voyageur. L'histoire que l'on veut qu'il vive avec Evaneos dans le futur, à 5-7 ans. On a formalisé ça sur la base de vignettes que vous voyez ici à l'écran, puis qu'on a mise en vidéo et sur lesquelles on a raconté une histoire, l'histoire de notre voyageuse demain. Et cette vision, comment on l'a construite? On l'a construite sur la base de toute la connaissance utilisateur qu'on avait accumulée au fil des années, mais aussi des tendances qui commençaient à se dégager du marché, et enfin de notre mission, ce qu'on voulait apporter au secteur du voyage, aux voyageurs, et aussi aux professionnels du tourisme, qu'ils soient directs ou indirects. Alors c'était bien cette vision, c'est une bonne boussole, c'est des bonnes fondations, mais c'est du long terme, du très long terme. Et du coup, quand on parle de 2023, alors là, c'est le moment où vous imaginez que c'est un gif avec un chien qui se mord la queue, parce que je n'ai pas envoyé la bonne version à la régie. Mais quand on parle de 2023, on a du mal à savoir où on va, et on tourne un peu en rond. Je vous dis qu'on tourne en rond parce qu'on a besoin de cette stratégie produit, de savoir où est-ce qu'on va aller dans l'année qui vient. Et pour construire cette stratégie produit, donc moi je suis Head of Product et puis je travaille avec mon CTO, Olivier Madre, on travaille main dans la main là-dessus. On s'appuie sur notre vision produit, mais on cherche aussi à être au service de la fameuse direction stratégie de l'entreprise. C'est là que le bas blesse. Parce que quand je discute avec mes cofondateurs, eux ils me disent « Attention Audrey, il y a une dépendance tellement forte entre le reste de la boîte et les équipes tech et produits. Cette dépendance, elle est très forte parce qu'en fonction de ce que le produit va choisir de faire, on va être même capable de faire et de mettre en œuvre, et les autres équipes, elles vont pouvoir aller plus ou moins loin dans leur impact. Et donc, ça aura des impacts différents sur les équipes marketing, les équipes sales ou le customer care. Et donc, finalement, bilan, tant qu'on n'amène rien concernant les orientations de la stratégie produit, pour l'année à venir, on va avoir du mal à s'accorder sur une direction globale pour la boîte. Bon, je vous passe les quelques semaines où j'étais un peu fâchée et j'ai bloqué et j'étais pas d'accord parce que la théorie c'était qu'il fallait qu'on s'aligne avec la stratégie d'entreprise. Et puis finalement, ils nous ont bien poussés et ils ont eu raison. Et avec Olivier, on s'est lancé et on a travaillé non pas une stratégie produit, mais des scénarios de stratégie produit. Ces scénarios, ils avaient pour but qu'on arrive à montrer, en fonction des choix qu'on faisait, quel était l'impact business qu'on allait pouvoir avoir, mais aussi quel était l'impact sur l'expérience utilisateur, comment ça allait transformer l'expérience utilisateur. Et puis ça allait pouvoir permettre de mettre en avant les choix qu'on faisait, en fonction du chemin pris. À quoi, finalement, quels allaient être les projets, ou les grandes idées sur lesquelles on allait travailler ou pas. Le ou pas est très très important. Montrer ce sur quoi on n'allait pas travailler. Finalement, c'était un peu ça qui nous était demandé par nos cofondateurs. Et pour nous, c'était une belle opportunité de mieux maîtriser nos options. Sauf que pour le faire, moi, j'avais très peur de me retrouver à mettre en avant un peu ces marottes du moment, ces sujets dont on parlait tout le temps, ou dont les gens qui parlent le plus fort parlaient tout le temps, et d'oublier les sujets qui sont tout aussi importants, mais qui sont un peu plus discrets derrière. Et du coup, on avait besoin de mettre toutes les cartes sur la table pour commencer à voir les histoires se dessiner et quels pouvaient être les différents scénarios qu'on allait pouvoir raconter avec notre stratégie produit à 1 an, 2 ans. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, à commencer à créer une espèce de ce qu'on a appelé une matrice de décision. Alors, c'est un terme un peu galvaudé, mais concrètement, ce qu'on voulait, c'est faire converger des impacts business avec des éléments de vision et d'expérience utilisateur, et tout un nombre d'autres éléments dans lesquels on va creuser. Aussi, très concrètement, cette matrice de décision, c'est ni plus ni moins qu'une base de données Notion qui fait converger plein d'autres bases de données Notion. C'était très manuel.
Donc on a commencé par travailler les impacts business. On est reparti de quel était notre business model et quels étaient les leviers de ce business model. Et on est allé les formaliser sur ce qu'on appelle un KPI tree. Alors, je fais une petite pause dans mon histoire pour vous parler de ce mécanisme de KPI tree. Pour ça, on s'est inspiré du fonctionnement d'Amazon, en particulier de leur approche pour monitorer la performance de l'entreprise au travers d'indicateurs qui sont exhaustifs. C'est quelque chose qui est très bien raconté dans Working Backwards par Colin Breyer. Et voilà, j'ai arrêté de faire avancer mes slides, je suis désolée. Working Backwards, Colin Breyer, le KPI tree. Et dans ce livre, donc dans Working Backwards, ce qu'il raconte, ils décrivent comment Amazon utilise ce KPI tree comme une représentation visuelle de leur stratégie de l'entreprise et de leurs objectifs. Les indicateurs de niveau supérieur, ils représentent l'objectif ultime à atteindre. Les indicateurs de niveau inférieur, ils représentent les étapes nécessaires pour l'atteindre. Dans cette approche, ça permet à des équipes de se concentrer sur des mesures qui sont spécifiques, qui sont de plus bas niveau, et de faire le lien rapidement avec des objectifs qui sont plus larges, qui sont plus haut niveau, qui sont les objectifs de l'entreprise. Ça leur permet aussi d'identifier les domaines dans lesquels on a des axes d'amélioration possibles et de mesurer les progrès au fil du temps. Donc nous, on a voulu utiliser cet outil-là, d'abord pour modéliser notre business, et puis ensuite pour faire comme Amazon de manière un peu plus simpliste, parce qu'on n'est pas Amazon, pour piloter la stratégie. Donc on a commencé à se poser la question de quel était le tronc de notre arbre finalement, quel était le cœur de notre business. Et pour ça, on est venu définir donc, ce qu'eux, ils appellent les lagging KPIs, les lagging indicators. La définition formelle de ça, c'est la mesure d'une performance qui est passée, qu'on mesure sur une large période de temps. Globalement, c'est des choses qui ne bougent pas instantanément, mais qu'on peut observer a posteriori. Et donc ces lagging KPIs, ils modélisent notre business à la racine. Pour les définir, nous, on a commencé par prendre notre business plan. Celui-là, il était bien clair pour les 5 années à venir. On est reparti de là et on a regardé sur les indicateurs clés de notre business plan quels étaient le lien entre ces indicateurs, comment ils bougeaient et comment on pouvait les rendre indépendants. C'est ça qui était hyper important, c'est rendre indépendantes nos métriques. Du coup, chez Evaneos, ou comme dans une marketplace un peu classique, nos key metrics, c'est le volume de demandes qu'on arrive à recevoir et à envoyer à nos agences locales à destination. C'est le coût de ces demandes, le coût marketing de ces demandes, le taux de vente, sur toutes celles qu'on a envoyées, combien il y en a qui aboutissent à une vente, et le take rate, dont je n'ai pas la traduction, qui représente ce qu'Evaneos garde en volume d'argent sur la vente d'un voyage et des services additionnels qui vont l'accompagner autour. Donc on a posé la base de notre socle de notre arbre, nos lagging KPIs. Et puis, on est venu travailler les feuilles. Les feuilles, c'est les leading KPI dans ce que décrit Amazon. Les leading KPIs, elles doivent refléter un comportement utilisateur qui est observable et qui est mesurable, et donc qu'on peut faire bouger. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va vouloir ensuite que nos équipes elles se concentrent. Alors, pareil, pour vous donner un exemple, je vous disais, une de nos lagging KPI clés, c'est le taux de vente. Et dans notre métier, on sait que quand un voyageur répond à son agent, au premier message de son agent, dans moins de 24 heures, les probabilités de vente, et donc de taux de vente, augmentent drastiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... Du coup, quand est-ce que à quel point le voyageur répond vite au premier message de son agent, c'est quelque chose qu'on peut observer et qu'on peut mesurer assez instantanément. C'était nos leading KPI. Donc on a réussi à modéliser notre business. Ça nous a pris quelques semaines d'échanges avec les stakeholders principaux, d'ajustements. On était plutôt contents. Mais finalement, si on avait construit notre stratégie juste à partir du KPI tree, on ne s'en serait pas complètement sorti. On ne s'en serait pas complètement sorti parce qu'on
On avait une très très bonne connaissance de l'impact business et une bonne représentation de notre impact business à ce moment-là. Mais par contre, on manquait de lien avec tout ce qui était la connaissance de notre utilisateur, et donc le besoin de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on est passé à l'étape d'après. Et on est venu compléter notre matrice à partir de ce que vous avez vu tout à l'heure, qui était la vision produit, qui représente notre connaissance de notre utilisateur. Et donc on est venu modéliser ça. Donc on a repris notre vision produit. Vous savez, elle ressemble à ça, c'était des petites vignettes. On commence tout en bas avec un voyageur qui découvre Evaneos. Et puis on finit, quand il revient de voyage, en fait on finit pas vraiment parce qu'on espère bien qu'il va revoyager avec Evaneos dans le temps. Et cette vision-là, donc toutes ces petites vignettes qui racontent une histoire, on les a découpées en tout petits bouts qui sont des comportements qu'on sera capable d'observer et de mesurer, qui nous permettront donc de faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les leading KPI. Alors voilà, concrètement, je vous le disais, nos éléments de vision produit, c'est des vignettes. Sur une vignette, il se passe plein de choses en fait, il se raconte plein de choses. Et donc on va découper ces vignettes en comportements qui sont réalisés à chaque fois par un seul utilisateur, que ce soit le voyageur, l'agent ou une personne interne chez Evaneos. Puis on les a appelés des Product Use Case. C'est un exercice qu'on a fait avec nos équipes, en partie avec nos équipes produits, qui permettait aussi de se réapproprier la vision. C'est un exercice intéressant. Puis on a injecté tout ça. Je parlais de la DB Notion tout à l'heure. Et ben on a injecté tout ça dans Notion avec, du coup, nos éléments de vision, nos product use case, quels sont les acteurs. C'était le début de notre matrice de décision. Et une fois qu'on en est là, et ben on va pouvoir faire le lien entre ces KPI et ces comportements utilisateurs. Donc à ce stade, finalement, si je récapitule, on a des comportements qu'on mesure grâce à des leading KPIs et qui ont un impact sur des lagging qui sont nos objectifs business. Et déjà là, on est assez content parce que finalement, on est capable d'aider des personnes qui ne travaillent pas dans le produit et qui n'ont pas cette connaissance super claire de quelle est notre vision, où est-ce qu'on va et quel impact elle a. Et on peut leur dire rapidement, en fait, si vous décidez de faire bouger ce lagging KPI, si on fait un focus sur le sales rate demain, ça va avoir des impacts sur telle partie de l'expérience utilisateur rêvée de notre vision produit. Par contre, on va laisser de côté tout le reste. Et ça, c'est trop cool, parce qu'à ce moment-là, déjà, on commence à comprendre quel va être l'impact de nos choix. Hop, on met tout ça dans Notion. Je regarde le timing, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'on aurait bien aimé s'arrêter là. Mais ce n'était pas tout à fait fini parce qu'il nous manquait un certain nombre d'éléments pour éclairer nos décisions. Pour vous donner un exemple, on me disait, OK, mais si on part sur ce scénario-là, quelle est votre confiance sur la faisabilité de tel projet? Par exemple, on veut améliorer le coût des leads, il faut travailler beaucoup notre gestion de contenu, donc il faut qu'on ait une usine à gestion de contenu qui soit très performante. Et ça, est-ce que vous êtes sûr que cette usine à gestion de contenu, c'est quelque chose que vous êtes capable d'atteindre en un temps court, 6 mois, moyennement court, 6 mois, 1 an, etc. Donc on est reparti de nos product use case. Et puis on est reparti travailler. On a commencé par faire l'exercice d'identifier s'il existait des dépendances entre nos comportements. Est-ce qu'il y a des comportements, est-ce qu'il y avait des prérequis entre eux? Est-ce qu'il y avait des synergies, des choses qu'on aurait intérêt à faire un peu en même temps? On est un peu obligé de se projeter dans la solution à ce moment-là. Puis on s'est intéressé aux risques. Les risques qui peuvent se cacher derrière chacun de nos comportements utilisateurs. Ces risques-là, globalement, ils sont tous reliés à de la dette. Alors vous connaissez bien la dette technique, ça on la connaît tous. Mais ce n'est pas tout. Au fil des années, avec plus de 13 ans d'existence du produit, on accumule de la dette produit. On a accumulé plein de features sur certaines apps qui rendent l'utilisation de ces apps plus incohérente, plus difficile à utiliser. Il y a toujours des produits qu'on laisse de côté et qu'on oublie de faire évoluer. Mais ce n'est pas tout.
on vient accumuler aussi de la dette opérationnelle. Potentiellement un certain nombre d'actions manuelles qui vont venir être empirées par cette vision qu'on se fait de l'expérience utilisateur future. Et le dernier point, c'est qu'on accumule aussi de la dette de connaissances. On sait très bien qu'il y a certaines étapes, il y a certaines parties de l'expérience utilisateur qu'on maîtrise beaucoup moins d'autres, sur lesquelles on n'est jamais allé travailler. Et que du coup, si on s'attaque à ça, il va falloir investir un peu plus que d'habitude sur la recherche utilisateur. Donc allez, sur tous nos product use cases, on vient regarder quels sont les risques. Alors très macro, hein, on n'est pas dans le détail à ce niveau-là. On travaille un peu, on regarde un peu, on mesure l'écart à la vision. Puisque la vision, elle date de 2021, là on est déjà en 2022, puis petit à petit en 2023, on regarde à quel point on s'en est rapproché. Et du coup, en fonction des scénarios qu'on va choisir, à quel point ça va nous rapprocher de la vision produit. Et puis le dernier élément, je ne l'aimais pas trop, mais il est important, c'est les thèmes produits. Alors ce que j'appelle les thèmes produits, c'est un peu tous ces projets valises, tous ces grands enjeux dont on parle tout le temps et qu'on mentionne régulièrement, qu'on n'aime pas trop parce qu'en général, c'est des solutions. C'est vraiment des solutions. Et nous, au produit, on sait que plus on parle de solutions et plus on oublie le besoin. Donc en général, on ne les aime pas, mais finalement, on a été obligé de les intégrer là-dedans parce qu'ils nous permettaient de simplifier la communication avec nos parties prenantes, de les aider à se projeter, de simplifier le discours. Pour vous donner des exemples, ces projets valises chez nous, c'est quand est-ce qu'on vient de développer le roadbook. Le roadbook, c'est ce que l'utilisateur va utiliser pendant son voyage pour avoir des infos précises sur la suite de son voyage. Aujourd'hui, c'est quelque chose que chaque agent fait à sa sauce, qu'on aimerait bien intégrer en interne chez nous. Donc, le projet roadbook ou le projet CRM agence, quand est-ce qu'on se soucie d'un CRM pour les agents beaucoup plus performants. Finalement, c'était vraiment des outils de communication, rajouter ces thèmes produits. Hop, on met tout ça dans notre notion. Et là, à ce stade, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a? On a un KPI tree qui représente notre business et du coup les potentiels impacts business qu'on peut avoir. On a une vision produit qui représente notre expérience utilisateur rêvée, qu'on a découpée en use case. Et puis ces deux-là, ils sont liés puisque ces use cases, ce sont des comportements qui sont mesurables et observables et qui donc ont des impacts sur des KPI business plus macro. Et puis pour ces use cases, on a fait l'effort d'essayer d'identifier des contraintes, des risques, etc. Tout ce dont on vient de se parler. Et enfin, parce que quand même il y a beaucoup de product use cases dans notre découpage et que c'est pas si facile de mener la discussion, on vient rajouter ces fameux thèmes produits, ou projets valises, qui permettent de vulgariser et de discuter plus facilement. Alors, c'est pas parfait, mais finalement, comme je vous le disais au début, ce qui était important pour nous, c'était d'arriver à poser sur la table quelle était notre compréhension et de notre business et de nos enjeux à venir. Et là, on avait sous les yeux un peu tout ça. Et du coup, on a joué avec ça. On a commencé à jouer, on a pris des filtres, on filtrait sur les métriques, on filtrait sur les projets clés, on vérifiait que c'était un peu cohérent. Et puis petit à petit, on est venu appliquer des filtres qui reflétaient vraiment nos intuitions, la vision qu'on avait de qu'est-ce qu'il allait se passer, qu'est-ce qu'on avait envie de voir émerger dans les prochains mois. On appliquait des filtres qui reflétaient les discussions qu'on avait au fil de l'eau avec les membres du comité de direction, ou les gros enjeux, encore plus méta, qu'on avait dans la tête. Et à partir de là, voilà, on a réussi à faire émerger des gros enjeux qu'on combinait ensemble pour commencer à poser nos fameux scénarios de stratégie produit. Ce qui était assez confortable à ce moment-là, c'était qu'on était capable de créer un nombre très important de scénarios assez vite et de rapidement du coup être capable d'identifier pour chaque scénario quel allait être l'impact business et quels étaient les risques afférents à ce scénario. On synthétisait rapidement les pour et les contre pour être capable de les comparer entre eux. Et puis au fil de nos discussions, ça facilitait beaucoup les discussions et puis ça nous permettait d'en créer de nouveaux à la volée en fonction de comment évoluer les discussions avec nos cofondateurs et la direction.
j'arrête pas de vous parler de ces scénarios de strat depuis le début. Du coup, un scénario de strat, très concrètement, je l'ai dit beaucoup, mais je le resynthétise ici, hein, c'est un impact business. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. On fait le choix de se focaliser sur le coût des leads. Ça va être ça notre focus principal. Ça veut dire qu'on travaillera très peu, voire pas du tout, sur le sales rate, le taux de vente. Si on fait ça, ça a tels impacts sur le produit, sur l'expérience produit. C'est ces éléments-là de la vision desquels on va se rapprocher. Par contre, on se rapprochera très peu d'autres éléments de la vision. C'est ces thèmes produits qu'on va venir travailler. Si on veut travailler le coût des leads, il faut absolument qu'on fasse revenir nos voyageurs. Il ne faut pas qu'on fasse de l'acquisition pure tout le temps. Si on veut faire revenir nos voyageurs, éventuellement, on va venir travailler le programme de fidélité dont on parle depuis si longtemps. Par contre, notre fameux CRM agence, qui lui aurait plutôt des impacts sur le taux de vente, moins. Et puis, on est capable d'identifier quels sont les risques qui vont apparaître. Je vous parlais du contenu tout à l'heure. On a beaucoup d'outils de gestion de contenu très diversifiés. Si on veut être plus performant, il faut aller travailler les outils de gestion de contenu. On complète le scénario par un peu de storytelling, parce que c'est toujours bien, et que ça fait du bien de se raccrocher à l'histoire des users et des voyageurs. Et donc on vient raconter finalement comment ça change son expérience fin 2023, comment l'expérience du voyageur elle a changé. Et puis pour terminer, parce que quand même, on vient poser un scoring ou un ranking qui lui nous permet rapidement de comparer les scénarios entre eux. Alors on aurait pu utiliser des scorings un peu classiques que tout le monde connaît, le RICE ou autre. Je crois qu'à ce stade, vous avez compris qu'on aimait bien faire les choses maison. Alors du coup, on est venu choisir nos éléments de scoring. Ce qui était important pour nous, c'était les critères de notre business plan 2025. Donc ces deux, trois-là, ils étaient présents. Et puis, quel était le coût qu'on estimait? Alors bien sûr, on n'a pas rentré dans le détail des solutions, mais on a une petite idée de ça va nous coûter très cher. Quand celui-là, on n'en est pas très loin. Et puis, on vient estimer un niveau de confiance. Alors celui-là, il évalue deux choses. Il évalue à la fois tous les risques qu'on a pu lever quand on travaillait notre maîtrise de décision. Il évalue aussi notre confiance quant à notre capacité à faire réellement bouger les impacts business qu'on a mis en avant. Et le dernier élément, c'est à quel point on est innovant. On sait que sur ce marché-là, qui est un marché très concurrentiel, il faut qu'on garde une certaine innovation technologique pour continuer à croître. Donc il y avait un critère d'innovation qui était important pour nous. Finalement, ça rentre dans un one-pager. Alors il y a une version plus détaillée de ça, qui est une énorme page Notion. Mais tous nos scénarios, on les a synthétisés comme ça. Vous y retrouvez les éléments de ranking dont on parlait. Vous y retrouvez l'histoire, le storytelling tout en haut, ce que ça change. Comment ça transforme la vision produit. Alors dans la page Notion, il y a aussi ce qui n'est pas travaillé de la vision produit. Quels sont les thèmes produits qui sont abordés et sur quels éléments du KPI tree on va venir se focaliser. Donc finalement, avant de démarrer, on était avec notre chien qui se mord la queue là. Il tourne toujours. Mais il se mord plus tant la queue que ça, parce qu'on a réussi à faciliter la construction de scénarios un peu à la demande. Et d'ailleurs, on s'est amusé parce qu'en créant ces scénarios, on a créé des scénarios très clivants. Des trucs où vraiment on disait allez, on va travailler que la fin du funnel. Vous allez voir, ça va être révolutionnaire, ça aura des impacts de fou sur la loyalty, le repeat, etc. Par contre, on ne fera rien du tout en début de funnel. Et c'était bien parce que ça permettait à tout le monde de se projeter sur l'impact de nos choix. Et de se projeter sur l'impact de nos choix, non pas seulement sur l'impact que ça allait avoir sur le produit, mais aussi sur tout le reste de l'entreprise. Et puis, si je prends un peu de recul sur ce travail qu'on a fait, là où ça nous a beaucoup aidé, c'est que ça nous a permis de discuter avec une diversité de personnes et de profils. En face de nous, on avait des cartésiens qui voulaient des chiffres. Eux, c'était les cartésiens ou les financiers, ils voulaient savoir combien ça allait nous faire gagner et combien ça allait nous coûter. On avait aussi des gens très project-driven,
C'était est-ce que ces trucs-là, on va enfin les voir sortir parce que ça fait des années qu'on en parle? Vous avez raison de poser la question. Et puis on avait des intuitifs, des créatifs, des gens qui avaient besoin de voir où est-ce qu'on les emmenait et quelle était l'histoire qu'on allait raconter. Et finalement, ce mécanisme de scénario, de stratégie, il nous a pas mal aidé à parler à toutes ces personnes en même temps. Je vous fais la suite de l'histoire en accéléré. Finalement, notre travail sur la stratégie produit, ça ressemble un peu à ce double diamant que vous connaissez probablement si vous travaillez dans le produit, qui représente comment on fait la discovery produit. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti on a ouvert notre champ des possibles, on est allé regarder tous les scénarios possibles, en tout cas tous ceux qui semblaient faire sens, et on a créé tout plein de scénarios produits. On a discuté, on a discuté, on a discuté. On a comparé ça avec nos objectifs, où est-ce qu'on voulait aller, et ça a permis à la direction de choisir un scénario, toujours produit. Voilà. Mais à partir de ce choix de scénario, eux, ils ont pu prendre du recul, faire un step back, se dire, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre stratégie d'entreprise? Quand ils ont pris du recul, ils sont revenus au niveau plus macro de notre KPI tree, les fameux lagging. On dit, OK, ce qu'on s'est raconté sur le scénario produit, on vient plutôt travailler ces KPI macro de l'entreprise. Et donc, finalement, ce que ça va vouloir dire pour le reste de l'entreprise, c'est ça, ça, ça. Et puis, ils ont pu aboutir à une stratégie moyen terme d'entreprise qui concerne tout le monde, mais qui était réaliste au regard de ce que nous, tech et produits, on était capables de faire. Et enfin, pour fermer le deuxième diamant, et pour nous, équipe produit, c'était le moment où on a pu, premièrement, se dire où est-ce qu'on allait vouloir mettre nos moyens, combien d'équipes on allait vouloir sur quelle partie de l'expérience, comment est-ce qu'on réajuste du coup les objectifs, les North Stars de nos équipes, et petit à petit construire la stratégie produit équipe par équipe, qui est des choses auxquelles on était plus habitués finalement. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que nos équipes elles sont lancées. Je dirais que notre outil le plus cher, c'est le KPI tree. J'en ai beaucoup parlé aujourd'hui. On l'a complété. Aujourd'hui, il reflète notre stratégie choisie. Il reflète aussi où est-ce qu'on a choisi de ne pas travailler et ce qu'on monitore au quotidien, au cas où ça se casse la figure et qu'il faille intervenir. Et on l'utilise très régulièrement, à la fois pour s'assurer qu'on a toujours un impact cohérent avec la stratégie, pour monitorer nos améliorations et pour faire des choix. On utilise aussi toujours aujourd'hui notre vision produit comme une boussole à long terme et pour savoir si on avance toujours dans la bonne direction et à une vitesse acceptable. Et puis moi, j'aborde la strat 2024 avec un peu plus de sérénité que l'année dernière. Finalement, pour conclure, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas perdre de temps à attendre qu'une direction parfaite, elle tombe du ciel. Je pense qu'on est nombreux à être tellement investis dans nos boîtes qu'on a dans les mains plein d'éléments qui nous permettent de faire avancer la décision. Vous avez dans les mains les outils et la connaissance nécessaire, ou une partie de la connaissance nécessaire pour faire avancer les discussions et pour commencer à pousser à la décision. Et puis en ce qui me concerne, j'irai même un peu plus loin. Osez vous lancer. Ayez confiance dans votre compréhension du business parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous demande. Finalement, je me suis limitée à créer des scénarios de stratégie produit et puis à pas trop oser donner mon avis parce que j'estimais que ce n'était pas ma place. Alors qu'en fait, notre compréhension de nos utilisateurs, c'est eux qui vont faire le business et on doit être capable de porter nos convictions. Donc osez, lancez-vous, sautez le pas. Et voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de la journée. J'espère que je vous aurai tenu éveillé. Si vous avez des questions, il nous reste 10 minutes. Donc moi, je reste là et puis je serai dehors à la sortie.
si vous avez des questions ou si vous avez envie de nous partager comment ça résonne chez vous et comment vous travaillez vos stratégies. Est-ce que vous faites ça complètement différemment? Je pense qu'avec 10 minutes, on a le temps de s'échanger ça. N'hésitez pas. Bonjour. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, j'avais juste une petite question. Combien de temps ça a pris pour établir toute cette stratégie et l'ensemble des discussions avec toutes les parties? Ça dépend si on parle en temps effectif ou en temps réel. Ce qui a été le plus long, finalement, c'était de se lancer. C'est quand je vous raconte le début de l'histoire, où on tournait vraiment en rond. Je disais, mais on commence par quoi? La stratégie de l'entreprise, la stratégie produit, la stratégie de l'entreprise. Ça a pris un peu de temps. Et ensuite, ça a été l'espace de quelques semaines, je dirais 3 semaines pendant l'été, pour s'aligner vraiment sur notre business model, sur tout ce qui était découpage de la vision produit. Là-dessus, j'étais très autonome et bien soutenue par les équipes produits, parce que c'était quelque chose qu'on maîtrisait bien. Donc c'est plutôt l'histoire de 2 semaines, pas à temps plein, parce que pas que ça. Et par contre, après, c'est plus les discussions autour des scénarios qui ont, elles, pris un peu de temps. Mais en fait, on a commencé à bosser là-dessus fin juin. Et mi-septembre, le comité de direction s'arrêtait sur la stratégie de l'entreprise. Donc, en tout cas, ça ressemble au temps qu'on investissait avant. En faisant ça différemment, ça restait à peu près ça. On prend l'été pour commencer à bosser, pour se mettre en ordre de marche pour la strat de l'année d'après. Il y a une question là-bas. Ouais. C'est qui d'abord? Ah, pardon. Bon, j'avais pas vu, pardon. Non, mais c'est pas grave. Oui, ok, merci. Bonjour, merci déjà pour ce talk, parce que je pense que la stratégie, de fait, beaucoup pensent en avoir, et quand on gratte, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Mais par contre, ma question, c'est quand tu disais au début, ouais, il y a les scénarios sur lesquels on va aller, et puis surtout, on va expliquer tout ce qu'on ne fait pas. Ouais. Sachant que c'est quand même, quand on parle à un board ou tout CEO, CTO et compagnie, comment tu gères le fait que tu leur dis ouais, c'est sympa, mais là, on va pas? Alors déjà, c'est pas comme ça qu'on l'a partagé au board. Effectivement, il y avait plusieurs niveaux de discussion. Il y a ce qu'on voulait absolument que les personnes qui décident aient compris, et donc là, un maximum d'informations, en tout cas assez synthétisées, mais et les personnes et les décideurs, c'est le CODIR. Il y a ce qu'on a voulu partager aux équipes pour qu'ils comprennent pourquoi on avait fait ces choix, une version plus synthétique de ça. Et finalement, le board qu'on leur a raconté, c'est le choix qu'on a fait et pourquoi c'est ce choix-là qu'on a fait. Beaucoup moins que le détail de ce qui allait être inclus, pas inclus. Parce que ces discussions de quel est le projet, les fameux projets valises, là, qu'on va faire ou pas faire, c'est plutôt quelque chose que chacun des stakeholders porte de manière très ancrée. Et c'est plutôt au niveau des équipes que ça se joue. Assumer que y a ce projet roadbook que nos équipes commerciales, elles nous poussent depuis des années, et à raison. On ne venait pas le travailler tout de suite. C'était plus quelque chose qu'on avait besoin de poser sur la table et de partager au sein de nos équipes qu'avec notre board, auprès de qui on est beaucoup plus méta dans l'histoire qu'on raconte. Mais je pense qu'on pourrait être meilleur. Aujourd'hui, on est très méta. On parle beaucoup de chiffres et pas encore assez d'expérience produit storytelling. C'est la prochaine étape. Marine. Oui. Merci pour la conférence, c'était hyper intéressant. Tu parlais beaucoup d'expérience utilisateur. Ouais. Du coup, je me demande comment tu as intégré les product designers à la réflexion. C'est avec eux qu'on a bossé principalement la vision produit en 2021. On a travaillé, en fait, on essayait de raconter l'histoire, et donc c'est avec eux qu'on a fait plein de storyboards, pas mal,
pour commencer à modéliser les différents scénarios, parce que finalement, l'histoire d'un voyageur, elle peut être multiple. Il fallait qu'on s'accorde sur celui qui avait le plus de poids, le plus de sens. Et donc c'est vraiment avec eux, que les designers, qu'on a travaillé la vision. Après, on l'a confronté aux autres expertises. Mais voilà, eux, ils ont plutôt travaillé là-dessus. Quand il fallait travailler, compléter tout ce qui était KPI et métriques, c'était avec les stakeholders et les PM qu'on faisait ce travail-là plutôt. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais plutôt une question sur la maintenabilité de la méthodo. On voit qu'il y a pas mal de scénarios, de KPI, etc. Ouais. Comment ça se passe quand on veut rajouter des nouveaux éléments? Est-ce que c'est facile? Parce qu'on voit bien qu'on a une vision sur, on va dire, un futur proche et voire sur quelques années. Mais comment vous y prenez, en fait? On va voir cette année. Mais comment j'imagine qu'on va s'y prendre? Je pense que les scénarios, eux, ils sont jetables. Et ils n'ont plus vraiment de raison d'être une fois qu'on s'est mis d'accord. Ils servent vraiment à se projeter. Par contre, ce qui n'est pas jetable, c'est la fameuse matrice de décision que je vous déclinais tout à l'heure. Elle représente toujours la vision produit. Celle-là, on ne l'ajuste pas tous les ans, mais plutôt tous les 2-3 ans. Donc pendant un temps, elle va rester, et puis après, elle va s'ajuster, elle ne va pas changer fondamentalement. Mais du coup, au moment où on la changera, il faudra faire évoluer nos product use case. Et par contre, il y a certainement notre compréhension du business qui s'affine, notamment au fil des mois. Là, on voit bien que quand on avait défini les premiers leading KPI, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure nos comportements utilisateurs clés, on en a découvert des nouveaux, on en a découvert des plus impactants. Et donc ceux-là, on vient les intégrer. L'avantage, c'est que c'est le travail des équipes. Aujourd'hui, le KPI tree, il est maintenu par les leaders d'équipe, donc les trinômes, quadrinômes, PM, design, engineering manager et data. Et on vient le nourrir comme ça. Donc j'espère qu'on pourra s'appuyer sur cette base-là pour faire évoluer notre outil. Après, j'en profite quand même parce que c'est pas tout rose. Ça a été un outil qui a été très facile, très utile et facile à utiliser parce qu'on l'a fait en comité resserré. C'est quelque chose sur lequel, pour l'instant, j'ai eu du mal à embarquer les équipes dans la compréhension de cette matrice-là. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas porté au nez, qui n'est pas porté par les équipes. Je pense que c'est le challenge de l'année à venir, de la prochaine itération, c'est comment est-ce que on fait en sorte que les équipes elles se sentent aussi posséder cet outil-là pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Voilà. S'il n'y a plus de questions, vous pouvez vous libérer. Ouais. Merci à vous.